On va laisser les gens se connecter. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Révolution Permanente. Connectez-vous, repartagez ce live. On attend quelques secondes, quelques minutes avant de démarrer, que tout le monde commence au même moment. Bonsoir à celles et ceux qui se connectent. José, Victoria, Paul, c'est les autres. Bienvenue à toutes et à tous. Connectez-vous, repartagez ce live partout sur vos pages Facebook, vos groupes WhatsApp, etc. On est ensemble pour 1 heure grand maximum à 21 h. On est avec quelques camarades des transports publics pour discuter justement de cette question de l'ouverture à la concurrence, et notamment on va parler de la grève. Demain, il y a une grève à la RATP le 17 décembre qui va être très suivie, notamment du côté des conducteurs de bus. On va être notamment avec Ahmed Beral et Fauzi du dépôt de Béliard de la CGT RATP Bus qui vont nous en dire un peu plus, et notamment de parler de ce rassemblement demain. On est également avec Xavier Bregaille qui est conducteur et militant Sudrail sur la région de Paris-Nord et qui était en grève le 14 avec ses collègues, notamment une première journée pour commencer à discuter, s'organiser autour de cette future ouverture à la concurrence à la SNCF, de ces premières réorganisations qui sont en train de se passer. Notamment, il y a une journée de grève le 18 prochain, et puis on va essayer de voir un peu quelle est la température aujourd'hui dans les transports publics à la SNCF et la RATP à l'aune de ces 1 an. Il y a 1 an, jour pour jour, nous étions dans cette deuxième semaine de grève contre la réforme des retraites, contre le projet de Delevoye. Rappelez-vous de ce projet de retraite, ce système par points qu'on essayait de nous imposer. On peut ne serait-ce que voir aujourd'hui avec la crise sanitaire et la crise économique combinée, à quel point, si notre système était celui d'un système par points, à quel point, en fait, aujourd'hui, vu que le projet de Delevoye, il prévoyait notamment l'alignement du calcul à travers l'inflation et notamment le produit intérieur brut français. Vous savez, lorsque vous avez quasiment 10 points de moins, comme c'est le cas cette année à travers la crise sanitaire, eh ben, c'est l'effondrement des pensions de retraite. Donc, on va essayer de revenir très rapidement sur cette bataille, ce lien qu'il y a au niveau des transports publics, et cette nécessité de pouvoir commencer à converger ensemble, d'essayer d'élaborer un plan de bataille ensemble, parce que c'est l'ensemble des transports publics urbains, interurbains qui sont concernés par la loi d'orientation et mobilité qui s'appelle l'OM de manière raccourcie, qui concerne le secteur urbain, interurbain, notamment la RATP, Keolis, Transdev, la SAVAC et autres, et également la déclinaison, la mise en place de plus en plus de ce pacte ferroviaire qui est passé à la SNCF depuis 2018. On a vu les premières conséquences à la SNCF avec l'arrêt des embauches au statut depuis le 1er janvier 2020, et puis la continuité des réorganisations ci et là, des suppressions de postes. Vous avez pu voir les annonces, que ça soit dans le Grand Est, dans la région PACA, ou encore sur le secteur dit Axe Nord, c'est-à-dire le TER Hauts-de-France notamment, et toute la région qui concerne le Nord, Pas-de-Calais et le nord de la région parisienne. Il y a plein de secteurs en fait qui sont aujourd'hui concernés par ces attaques, par ce dumping social-là, et on va essayer de discuter avec les quelques intervenants. Alors bonsoir à toutes et à tous, celles et ceux qui rejoignent ce live. Vous êtes du bon côté de la barricade sur Révolution Permanente, le média qui essaye de vous informer le plus possible et qui essaye de vous donner des informations que vous n'avez pas. Et enfin, dans ce live, on sera avec Lola, qui est une militante de la CGT Énergie Paris, qui, au-delà des questions de répression sur lesquelles elle aura l'occasion de pouvoir s'exprimer et revenir, la CGT Énergie est aussi en grève actuellement et va démarrer une grève en fait contre la privatisation chez EDF notamment, et on va essayer de discuter avec Lola pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Et je vais demander à Arnaud, le temps que tout le monde se connecte, je vais demander à Arnaud de pouvoir me connecter avec Xavier Bregaille, s'il te plaît, Arnaud.
Et bonsoir, bonsoir à Catherine, à Françoise, à Benjamin. Merci à toutes et à tous, notamment. Je voulais vous remercier pour les nombreux messages que vous nous avez envoyés par rapport à l'émission il y a maintenant 2 semaines avec QG sur les 2 ans après l'émergence du mouvement des Gilets jaunes avec ma camarade Aude Lancelin. Beaucoup de messages de soutien par rapport à cette émission-là. Il y en aura d'autres et ce soir, on est dans ce live spécial ouverture à la concurrence. Salut à toi, Xavier. Salut Anas. Xavier, je te présente très rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es conducteur de train sur la région parisienne, sur le nord parisien. Donc, tu as été conducteur sur la ligne B, sur la ligne H, la ligne K. Et tu es également militant Sudrail sur la région de Paris-Nord. Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi vous étiez en grève, les conducteurs sur la région de Paris-Nord, sur la région également de Saint-Lazare, et on a vu aussi sur le secteur de la ligne C, quelques secteurs qui, bon, c'est, on va dire, c'est encore peut-être un peu timide, mais c'est un premier pas qui commence à voir le jour petit à petit, qui commence à avoir de l'écho aussi sur certains secteurs pour pouvoir notamment se mobiliser, s'organiser par rapport à ces réorganisations. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en était sur cette date du 14 et qu'est-ce qui se passe demain chez vous? Ouais, en fait, il se passe que depuis un petit moment, on sait que, enfin, depuis 2018, on sait que l'ouverture à la concurrence arrive et va arriver, notamment en région parisienne. Sur la région parisienne, le calendrier est connu depuis le 9 décembre. Et il se trouve que, voilà, sur plusieurs lignes, il y a des pré-privatisations orchestrées par la SNCF notamment. Et voilà, donc moi, je suis pleinement concerné sur la région de Paris-Nord où il y a pas si longtemps que ça, on était des agents, des conducteurs notamment, à exercer sur plusieurs lignes. Et là, en cette fin d'année, ils veulent nous spécialiser sur une ligne et une machine, une locomotive, pour qu'on fasse plus qu'un produit dans la bouche des patrons pour pouvoir nous spécialiser et donc nous transférer ou nous filialiser voilà, dans les prochains appels d'offres sur l'Île-de-France. Donc, voilà, pourquoi c'est important pour les conducteurs la question de la polyvalence, en fait, d'être capable de pouvoir être sur plusieurs lignes, etc. Et notamment, on va dire, depuis la position d'un usager, en fait. C'est quoi quel est le changement, en fait, pour un usager? On va parler comme tu l'as dit, on va parler d'abord du conducteur. Le conducteur, c'est quand même plus agréable. Plutôt que de faire du travail à la chaîne, de faire plusieurs lignes, de voir plusieurs lignes sur sa semaine et voilà, d'avoir un travail plus varié, moins monotone, moins répétitif. Et puis après, ça permet le remplacement entre nous. Et là, voilà, chez nous, on appelle ça dans nos termes la polycompétence. Parce que la polyvalence, c'est un petit peu dangereux. C'est ce que voudrait le patron pour qu'on fasse plusieurs métiers dans notre même journée. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on parle de polycompétence. Et on pense qu'un conducteur de train, voilà, pour lui, pour son épanouissement et puis surtout pour le service aux usagers, s'il est habilité à plusieurs lignes, il va rendre un meilleur service public. Voilà. Et surtout, on ne va pas déjà intégrer une privatisation pré-privatisation. Donc voilà, le 14, c'était un premier jet, on va dire. On ne part pas de rien. Il y avait 3 régions sur 5 régions en Île-de-France, 5 grosses gares en Île-de-France qui étaient mobilisées. On est sur des taux de grévistes aux alentours de 50%, 60%. Voilà, maintenant, on pense que c'était un premier coup. Un petit peu de coordination, notamment avec les camarades de la RATP qui, eux, avaient annoncé le 17, nous le 14. Bon, voilà, on pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour se battre contre un projet qui nous concerne tous et qui va tous nous concerner à l'avenir et très, très vite. Enfin, l'ouverture à la concurrence, ça pouvait paraître loin pour certains. Là, ça va être une échéance qui va vite se rapprocher pour tout le monde. Et donc, ça serait bien qu'on arrive à s'entendre et à parler d'une seule voix pour le service public des transports en Île-de-France et qu'on arrive à faire entendre notre voix surtout. Il y a, Xavier, une question pour savoir un peu ton ressenti. Il y a 1 an, on était dans cette bataille contre la réforme des retraites, notamment la RATP, la SNCF qui était, on va dire, la colonne vertébrale de cette bataille. Et puis, on n'oublie pas les autres secteurs, l'éducation nationale, les avocats, l'Opéra de Paris, l'énergie et autres, plein d'autres secteurs qui se sont mobilisés. Mais il y avait un lien fort qui rappelait même un peu 95 l'an dernier. Et on a subi toute cette année la crise sanitaire où notamment
pourtant, l'an dernier, on disait encore que voilà, Macron voulait la casse des services publics, expliquer que le service public ne marchait pas, etc., etc. Et au moment de cette crise sanitaire qui a frappé non pas que la France, mais l'humanité, tout le monde s'est rendu compte de l'utilité, de la nécessité du service public. Je pense en premier lieu à nos camarades de la santé qui ont été en première ligne, parfois payés au lance-pierre, mais également dans les transports publics qui ont continué à travailler, peut-être avec un rythme un peu plus faible, mais ont travaillé durant toute cette période-là. Et on entendait beaucoup de gens parler d'écologie, de dire oui, le train, à quel point c'est nécessaire et autres. C'est quoi ton ressenti aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, après des années de métier en tant que conducteur à la SNCF, de voir qu'il y a eu une prise de conscience, mais qu'en même temps, on a l'impression que les dirigeants, les patrons n'en ont que faire en fait, que malgré ça, on voit que leur calendrier à eux, il ne bouge pas. Quel cri d'alarme t'aimerais donner à tout le monde, à celles et ceux qui ne connaissent pas la SNCF, à celles et ceux qui ne voient pas en fait le danger arriver de cette privatisation? Ouais, c'est ça, c'est que les politiques qui sont au pouvoir depuis des années, c'est effet d'annonce sur effet d'annonce. Enfin, on parle du fret ferroviaire, on parle de services publics, mais ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, tous ces gens-là ne savent pas ce que sont réellement les services publics de proximité, que ce soit la santé, l'éducation, les transports. Et oui, moi, j'aimerais que tous mes collègues, parce que ça part de là, il faut que les usagers, il faut que les citoyens de ce pays, il faut que tout le monde se réveille, mais il faudrait aussi, surtout, nos collègues se réveillent, il faut qu'ils se sentent utiles. Et nous, on pense réellement, en tout cas à Sudrail, que les services publics, et notamment le service public ferroviaire, a fait ses preuves encore plus cette année. Enfin, la SNCF fait de la com sur les TGV sanitaires. Les TGV sanitaires, c'est très bien. Mais moi, je préfère quand on fait du vrai service public ferroviaire, quand dans le sud-est, il y a des inondations et que finalement, il n'y a plus que la ligne ferroviaire qui passe et on voit que grâce à des cheminots ultra mobilisés, on arrive à remettre en place une ligne ferroviaire en une journée alors que des routes sont toujours pas remises en place. Alors que, ben voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je voudrais faire passer comme message. C'est que le service public, c'est pas un mot galvaudé. Le service public ferroviaire, ça existe encore et il faut juste expliquer à tout le monde et à nos proches, à nos entourages, ça passe par là, à nos collègues, à nos proches et à nos entourages, que le jour où ça va être ouvert à la concurrence et le jour où des boîtes privées vont cannibaliser ça ou des filiales privées de la SNCF, ben, le service public, il n'existera plus. Ça sera des boîtes qui veulent faire juste du fric, qui vont se servir, qui vont capter l'argent public justement du contribuable, parce que là, on parle de milliards d'euros payés ou par l'État ou par les conseils régionaux. Mais le vrai service public qu'on défend tous et qu'on aimerait valoriser, il faut l'avoir en tête en permanence. Et voilà, moi aussi, je suis comme toi, j'aimerais tirer mon coup de chapeau à tous ces soignants qui exercent dans des conditions difficiles. Et j'ai l'impression que l'actualité chasse. Enfin, on oublie, il y a quelques mois, j'ai l'impression que des centaines de milliers des dizaines de millions de personnes les applaudissaient. Et c'est assez vite oublié. Donc voilà, moi, je n'ai pas envie d'applaudissements. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une société, qu'on ait un pays où on se batte pour nos services publics, qu'on soit fier de nos services publics, qu'on soit fier d'être cheminot, qu'on soit fier d'être prof, qu'on soit fier d'être soignant dans ce pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il faut éveiller les consciences. J'espère qu'en discutant autour de nous et en débattant comme tu essayes de le faire ce soir et en animant des choses comme ça, on va y arriver. C'est loin d'être perdu. Voilà, il y a un ras-le-bol général. Maintenant, ce ras-le-bol, il faudrait qu'il se traduise par un mouvement qui inverse. Enfin, voilà, moi, juste sur un truc, le fret ferroviaire, c'est quand même quelque chose qui est détricoté depuis des années. Tous les gouvernements successifs depuis 2007 l'ont massacré. C'est quelque chose de… Tout le monde le reconnaît. L'écologie aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de majeur. Et pourtant rien n'est fait pour que le fret ferroviaire, on peut tous se l'admettre, est quasiment neutre en carbone et en sécurité routière et tout. Et pourtant il y a plan social sur plan social au fret. Enfin, on va dire cette année, il va y avoir 100 conducteurs de moins en fret, il va y avoir des centaines d'emplois de supprimés au fret. Voilà. Donc les effets d'annonce du gouvernement, encore une fois, bon, je pense que là, on est nombreux à être convaincus de ça, mais faut pas être naïf sur tout ça. Il va falloir se battre et aller chercher tout ce qu'on veut.
Xavier, la dernière question que j'allais te poser, Révolution Permanente est très suivie, notamment dans les transports publics et particulièrement aussi à la SNCF. Il y a beaucoup de nos collègues cheminots et cheminotes qui regardent nos lives, qui suivent les articles. C'est quoi le message que tu as envie de leur transmettre en fait à toutes celles et ceux qui parfois peuvent être sceptiques sur la nécessité de se battre, de penser que les grèves, ça ne mène plus à rien du tout, que ça y est, l'ouverture à la concurrence, l'éclatement de l'entreprise, que le rouleau compresseur est inarrêtable. Tu as envie de leur dire quoi, toi, en tant que militant Sudrail aujourd'hui, à ces cheminotes et ces cheminots en fait, qui en même temps voient à quel point l'avenir est sombre et semé d'embûches, si je puis dire, mais qu'en même temps une sorte de résignation en fait à pas trop chercher à se battre. C'est quoi le message que tu aimerais délivrer? Ben, assez simplement qu'on a la force du nombre, on est bien plus nombreux et que on est obligé. En fait, on n'a pas de choix. On ne peut pas se contenter de la vision politique de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Si on veut un service public de qualité, si on veut, enfin voilà, on peut pas, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Donc on l'a montré. Enfin, on a fait une démonstration de force. Tu l'as rappelé tout à l'heure. On a fait une démonstration de force il y a un an. Il y a un an, on était dans la rue. Aujourd'hui, on peut se dire, certains sont en train de ricaner en disant que c'est le Covid qui a eu la réforme des retraites. Moi, je pense que c'est la mobilisation de toutes et tous qui a fait que cette réforme, elle n'est pas en place aujourd'hui. Et heureusement qu'elle n'est pas en place parce que, comme tu le disais, elle est indexée sur le PIB. Aujourd'hui, il y aurait des retraites de misère. Donc, non, on a la force du nombre. On l'a démontré il y a un an. Moi, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le démontrer. Et en tout cas, moi, je vais m'attacher à faire le maximum pour que dès janvier, on ne fasse pas un baroud d'honneur, c'est pas ça du tout. Au contraire, on construise quelque chose qui nous permette de gagner. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que voilà, on doit aller chercher quelque chose qui nous permette d'avoir un service public des transports bien plus efficace que ce qu'il est aujourd'hui, bien plus sûr. Enfin voilà, il faut. On n'a pas d'autre choix. On est contraint d'aller obtenir autre chose. Cette descente aux enfers, elle n'est pas inéluctable. Je sais que voilà, il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Ils n'ont pas fait leur choix, qu'ils nous rejoignent et ils verront qu'avec la force du nombre, voilà, on voit ce qu'a fait le 14. Il y aura quelques cheminots en grève le 18, il y aura beaucoup d'agents RATP le 17. Mais moi, je pense qu'il faut réunir tout ça et dès le mois de janvier repartir sur quelque chose où voilà, on va conquérir quelque chose. Et si on a cet esprit de conquête, on va y arriver. Donc moi, je suis persuadé que voilà, on ne peut pas se contenter de ce que nous propose Pécresse pour l'Île-de-France, ce que nous propose Macron pour le pays. Il faut aller chercher quelque chose de bien plus positif. Merci énormément, Xavier. Une pensée pour aussi une camarade de la RATP qui a été agressée aujourd'hui et beaucoup de collègues tractionnaires de la RATP, de la SNCF ont déposé le sac par solidarité aussi vis-à-vis d'elle. Donc voilà, on la salue et on félicite l'ensemble des camarades cheminots et RATP qui se sont solidarisés et qui ont apporté de la solidarité, de la fraternité dans la période. Et c'est important, notamment côté SNCF, que lorsqu'il y a un collègue de la RATP, une collègue qui se fasse agresser, que derrière, on voit que ces liens-là qui ont été tissés durant le travail, mais également durant les dernières grèves, se matérialisent aussi quand il y a besoin d'être ensemble. Merci beaucoup, Xavier. Je peux ajouter un mot sur ça? Vas-y, frérot, vas-y. Ouais, sur ça, voilà. Les politiques ont une influence et à force d'enlever du monde dans les trains, d'enlever du monde dans les gares, voilà, aujourd'hui, nos trains, nos gares, il n'y a plus personne. Et quand un agent SNCF ou RATP est en difficulté, il est tout seul et il se fait lamentablement agresser comme c'est arrivé cet après-midi. Donc voilà, nous, quand on demande de créer des emplois dans les gares, dans les trains, voilà, c'est pas de la création de l'emploi gratuite, c'est clairement qu'on est arrivé au bout du bout et on ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, le service public ferroviaire et le service public des transports en règle générale, il faut mettre ce qu'il faut. Et voilà, des agents commerciaux sur les quais, ils sont indispensables, des contrôleurs dans les trains. Enfin voilà, il faut mettre tout ça et on verra que nos transports rouleront bien mieux par rapport à ce que veulent nous faire croire les politiques qui pensent décider pour nous, mais qui se trompent souvent sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Xavier. Xavier Brega est conducteur de train
sur la région parisienne, sur le nord parisien, militant Sudrail. Merci énormément Xavier. Arnaud, je vais te demander de me connecter avec notre camarade Samir de la SAVAC, qui est également machiniste pour l'entreprise privée La SAVAC sur la banlieue parisienne. De mémoire, normalement, c'est le 78, Samir, c'est ça? C'est bien ça. Salut à tous, c'est bien ça. Je suis donc chauffeur à la SAVAC. On est situé dans le 78 sur Chevreuse. Donc, et également adhérent, militant à l'UNSA sur ton secteur, ton dépôt. Samir, très rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, toi qui es à la SAVAC, tu n'es pas à la SNCF, tu n'es pas à la RATP, tu as envie de dire quoi aux camarades cheminots, aux camarades de la RATP qui ont entendu, en fait, par exemple, Xavier et qui, demain, se disent encore ça va, bon, l'ouverture à la concurrence, c'est loin, à la limite, etc. On aura des meilleurs salaires, etc. Tu sais un peu tout ce qu'on peut entendre sur les effets de la privatisation. Est-ce que tu peux un peu dire ton ressenti par rapport à ça? Aujourd'hui, mon ressenti, le seul message qui est important, qu'il faut retenir, mais peu importe que nous soyons salariés du public, salariés du privé, il ne faut pas écouter beaucoup les gens en disant non, mais on n'est pas concerné par la perte de ses acquis suite à la privatisation de la RATP, par exemple, etc. Et aujourd'hui, il faut que, et c'est pour ça que je me suis joint à votre collectif, c'est que chaque salarié du public, du privé, il faut que nous soyons tous solidaires pour pouvoir maintenir nos acquis, nos salaires vers le haut et pas vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'appel à la concurrence, pour pouvoir répondre et gagner les appels d'offres, ça va obliger les grands groupes à casser les prix et pour pouvoir gagner des sous, ils vont nous dégrader les conditions de travail. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à dire, il ne faut pas écouter les gens, il faut plutôt penser à son intérêt en tant que salarié, parce que le patron aujourd'hui, il pense que pour lui. Et donc aujourd'hui, il faut penser à nous, salariés, tout confondu, pour qu'on puisse montrer notre solidarité, peu importe qu'on soit du public et du privé. Et c'est en étant réunis qu'on fera la force, en espérant que les pouvoirs publics vont pouvoir lever le pied et nous écouter pour les revendications qu'on défend aujourd'hui. Et tu trouves, toi, est-ce que toi, tu trouves normal que des fois, des agents de la RATP ou d'autres se battent pas spécialement pour l'ouverture à la concurrence? On va dire que la SAVAC, c'était pas une entreprise publique et qu'elle n'a pas été privatisée, mais que c'est une entreprise qui s'est créée aussi et qui est rentrée dans ce marché-là. Mais quand toi, tu vois tes conditions de travail à toi qui sont plus faibles que les conditions de travail de la RATP ou de la SNCF, ou ne serait-ce que le déroulement de carrière, la retraite, etc. Quel message tu as envie de transmettre à celles et ceux qui encore hésiteraient, en fait, qui se diraient, ouais, moi, j'ai pas d'argent à perdre dans la grève, etc. Et puis, on verra la privatisation, comment ça sera. Et je veux, Samir, que tu essayes de réveiller celles et ceux qui, parfois, sous-estiment, en fait, l'impact et sous-estiment, en fait, la casse. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui est dans une entreprise privée, les accords d'entreprise comme la convention collective est complètement différente par rapport à la RATP, où à la RATP, les machinistes, ils ont des avantages qui sont énormes par rapport à nous privés, mais nous, à l'heure actuelle, en tant que salariés dans le privé, on fait des heures, mais pas possible. Le repos journalier qui peut être réduit à n'importe quel moment, où on a l'impression de passer notre vie au travail. Et d'ailleurs, j'ai mes enfants qui me disent, mais papa, tu es toujours au travail, quand est-ce sera un moment pour nous? Alors, par rapport aux salariés de la RATP, vu qu'aujourd'hui, on va dire, vous êtes au Club Med, il va falloir vraiment se bouger le train-train, parce que demain, quand vous allez passer dans le privé, ça va faire mal. Et vous allez plus pouvoir vous projeter sur des projets en disant, ouais, je vais pouvoir faire telle chose, telle chose, telle chose. Et qu'il est important de venir rejoindre le groupe pour pouvoir montrer sa détermination. Et il ne faudra pas attendre une fois que ça sera mis en place qu'il faudra se réveiller. C'est trop tard. Donc, très honnêtement, moi aujourd'hui, je fais beaucoup d'heures. Il y a les questions disciplinaires aussi.
Chez vous Comment? aussi, il n'y a pas de les questions de répression patronale et d'autres, notamment je pense à un collègue de Keolis qui s'est fait licencier parce qu'il était 7 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ils l'ont licencié comme de la merde, quoi. C'est incroyable en fait la manière dont les machinistes, etc., dans les boîtes privées sont traités. En réalité, ils se servent de ces pressions-là pour essayer de faire en sorte que Pour ça pouvoir bouge faire peur, pas oui. assez, quoi. Effectivement, d'ailleurs, on peut le constater dans plusieurs grands groupes. Les personnes qui sont à la tête des syndicats, peu importe l'étiquette, on commence par eux en les licenciant pour faire passer le message. Écoute, toi, petit salarié, si tu bouges, je te licencierai. Mais au contraire, c'est là où il faut montrer la force. Plus on va être rassemblés et plus la direction, avant de faire prendre n'importe quelle initiative, va réfléchir avant de prendre la plume et de dire oui, je te licencie pour 7 km super au-delà de la vitesse réglementaire. Maintenant, la problématique, ce qui se pose, par exemple, dans l'entreprise où je suis, tout le monde dit, l'employeur dit non, c'est pas encore les appels d'offres, c'est pas encore, ça a été repoussé, etc. Mais je pense que les employeurs connaissent déjà la date, et d'ailleurs, Valérie Pécresse a complètement accéléré les dates et qui va mettre, qui a déjà mis, pardon, je suis fatigué, qui a accéléré les appels d'offres et ça va être plus vite que prévu. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre réellement le calendrier qui est dit par les patrons en disant oui, c'est telle date, on attend. Mais je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à montrer notre force pour dire oui, avant n'importe quelle initiative que vous allez prendre nous concernant, il va falloir consulter les salariés avant de faire passer vos lois et regarder simplement votre intérêt. Vu que l'intérêt du patron, c'est de gagner de l'argent, nous, l'intérêt du salarié, c'est d'avoir de bonnes conditions de travail, une bonne rémunération pour avoir un équilibre de vie très bon. Voilà. Et Samir, la dernière question que je voulais te poser, pourquoi c'est important pour toi en tant que salarié d'une entreprise privée, en fait? Parce que pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas compris, il faut savoir que depuis cette année, en réalité… C'est la solidarité. Depuis cette année, on est parti… Excuse-moi, je te coupe. Hein. Ouais. Je te coupe, mais j'ai compris ta question. Non, je suis privé. Attends 2 secondes, Samir. Juste, j'explique pour celles et ceux qui nous regardent. En fait, on est parti de l'expérience. Je disais, il y a 1 an, on avait construit cette bataille contre la réforme des retraites. Et notamment, dans cette bataille, il y a une coordination qui s'est faite et qui a existé dans la chaleur de la lutte, justement, qui a été préparée 2 mois, 3 mois avant le début de la réforme des retraites. C'était des rencontres RATP-SNCF. Et ces rencontres RATP-SNCF, au moment, justement, le plus crucial de la mobilisation, à savoir le moment où il y avait des directions syndicales qui appelaient à la trêve et le gouvernement, on a décidé de se constituer en une coordination, en fait, en décidant de piquet tournant, en décidant d'action. On est parti notamment, vous nous avez vu, à la CFDT, devant le siège de la République En Marche. On est parti chez De Richebourg, on a fait des manifestations et autres. On a fait énormément de choses ensemble. Et en fait, on a tiré le bilan de cette expérience-là, en fait, par rapport à la question de l'ouverture à la concurrence, en se disant, nous, nos camarades de Keolis, de Transdev, de la SAVAC, c'est pas nos ennemis. Ils cherchent juste à remplir leur frigo et payer leur loyer. Nos ennemis, c'est ceux qui profitent de notre travail, qu'on soit à la RATP, à la SAVAC et autres. Et cet esprit-là, en fait, a fait que à la rentrée, au 2 mois de septembre, on a organisé une grande rencontre où il y avait quasiment 70 camarades de différentes entreprises, notamment Samir de la SAVAC, Rachid et d'autres, de Transdev, de Keolis. Et on a discuté, en fait, de commencer à se dire, on va essayer de se battre et de s'organiser pour faire en sorte qu'on casse le dumping social, qu'on casse en fait cette volonté de l'entreprise de mettre les travailleuses et les travailleurs en concurrencé, une solidarité de classe et de fraternité. Voilà ce qu'est la rencontre des transports publics. Et d'ailleurs, celles et ceux qui sont dans ce live-là, qui travaillent à la RATP, à Keolis, à la SNCF et qui ont envie en fait de rejoindre ce groupe-là pour pouvoir réfléchir, penser et lutter ensemble, vous êtes les bienvenus. Samir, je reviens du coup sur la question un peu sur celle qui fait que toi, en tant que salarié de la SAVAC, tu t'es dit, moi, je vais lutter avec la RATP, la SNCF contre la concurrence et contre la casse des salariés, quoi. Oui, c'est ça. Et effectivement, peu importe d'où nous venons, c'était pour pouvoir montrer ma solidarité envers
les conducteurs de la RATP, mais c'est aussi attirer l'esprit des salariés des entreprises privées en disant oui, c'est pas parce qu'on n'est pas du public qu'il faut pas venir donner un coup de main. Et je pense que, comme je dis, hein, je reviens toujours à la même chose, c'est la force, c'est l'union qui fait la force. Et le fait de laisser les machinistes de l'ARTAP tout seuls, malheureusement, ça va pas leur servir et peu importe. Et je pense que une fois qu'ils auront retiré tous les avantages de la RATP, et ben, ils vont retirer nos avantages à nous. Donc, on commence toujours par les grandes sociétés et après, on va terminer par les petites entreprises privées. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment, on est concerné, mais pas vraiment à fond. Mais au fur et à mesure, et ben, malheureusement, on va être impacté parce qu'il est impacté à la RATP. Et donc, c'est pour cela qu'avec Rachid, malheureusement, qui n'a pas pu se connecter, que nous avons décidé de rejoindre le groupe pour montrer à n'importe quel salarié des entreprises du transport qu'il faut se joindre et pour pouvoir montrer notre force, voilà, notre solidarité envers les autres salariés, peu importe que nous soyons du public ou de privé. Voilà, et comme tu disais, tu parlais du dumping social, effectivement, à l'appel à la concurrence, malheureusement, je pense que ça va créer plus de précarité. Du fait que malheureusement, pour pouvoir remporter les appels d'offres, les entreprises vont tirer les prix vers le bas. Et donc, il est important pour moi, pour pouvoir défendre vos intérêts, aussi les miens aussi, de manière à pouvoir préserver ma rémunération et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Anas, mais il faut que tous les salariés qui nous écoutent, de la Savac, de Keolis, de Transdev, tous qui se mettent dans la bataille. Les Carjouquins, Ourtoul, Perrier, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais il faut qu'on s'unisse pour vraiment montrer notre solidarité envers salariés du transport, peu importe, comme je disais, qu'on soit du public ou du privé. Et il est important que nous soyons tous acteurs et qu'on ne soit pas spectateurs, parce qu'une fois que le film est terminé, c'est trop tard. Moi, il n'y aura que les mouchoirs, et je préfère applaudir maintenant par la solidarité que sortir les mouchoirs à la fin. Donc après, en espérant que… Oui. Et d'ailleurs, Samir, juste pour terminer là-dessus, mais ça tombe bien parce que on reviendra avec les autres camarades, Ahmed et Fauzi, notamment de la RATP. Demain, il y a une journée importante à la RATP, notamment qui est suivie par les machinistes. C'est ce jeudi 17 décembre et on a organisé en fait la rencontre des transports publics avec les camarades de la RATP, de la SNCF et d'autres. On a pensé, on s'est dit, il n'était pas possible pour nous que le 17 décembre, ça soit juste une journée de grève à la RATP et qu'il n'y ait rien. On s'est dit, on va essayer de faire en sorte que dans un dépôt, dans un lieu, en fait, on essaie de se retrouver toutes et tous, en fait, de toutes les entreprises. Et on a décidé collectivement, en fait, de choisir le dépôt de Béliard, qui est un dépôt dans le 18e arrondissement, à côté de la porte de Clignancourt, et d'appeler un rassemblement le plus large, le plus massif possible pour que ça soit la base, en fait, qui commence à se réorganiser, à discuter, en fait, comme durant la réforme des retraites, qu'elle s'organise et qu'elle discute. Et notamment, Samir, demain, toi, en tant que salarié de la Savac, tu seras là pour essayer de parler notamment des entreprises privées et d'expliquer cette nécessité de batailler ensemble. Effectivement, Inch'Allah, comme on dit chez nous, je serai présent à cette manif au 29 ou au 27 août Béliard, donc je serai présent et j'essaierai de faire venir avec moi des salariés du transport de sociétés privées. Voilà. Et j'invite tout le monde à venir et arrêter de dire oui, c'est pas encore, c'est en cours, c'est en cours. Venez, ça mange pas de pain, ça va coûter juste le prix d'un ticket de métro pour venir jusqu'au KFC. Voilà, vous profiterez, vous viendrez manger du poulet et ensuite vous avez le métro bus à RATP à Port de Clignancourt, métro Béliard. Oui, donc je serai là et en espérant que toutes les personnes, il y a du monde qui viennent et qui nous rejoignent. Viendront avec du monde, voilà. Et je pense qu'il faut croire en soi-même, il ne faut pas écouter les gens, il faut être positif et venir demain à la manif pour pouvoir échanger et apprendre beaucoup de choses d'autres partenaires sociaux qui seront présents demain à cette manif au métro Béliard. Samir, merci énormément. Force à toi. On se voit demain, 11h, dépôt de Béliard, avec les camarades de la Savac, de la RATP, de la SNCF. Mais on finira ce live-là avec nos camarades Ahmed et Fauzi. Merci énormément, Samir. À demain. Arnaud, est-ce que tu peux me connecter avec Lola, s'il te plaît, de la CGT
Énergie Paris. On va faire une petite transition. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi la CGT Énergie Paris dans ce live-là d'ouverture à la concurrence qui semble uniquement sur la question des transports publics? Ben parce qu'il y a une attaque aussi centrale. Il y a une attaque centrale aujourd'hui sur EDF et notamment, c'est pour ça que la CGT Énergie, elle appelle un rassemblement demain, notamment à une journée de manifestation ou un rassemblement, Lola? Rassemblement. Rassemblement à 13h30 que je retrouve. Ministère de l'économie. Voilà, super. Ministère de l'économie, 13h30 demain. Et notamment, il y aura une délégation des camarades de la CGT Énergie Paris demain au dépôt de Béliard. Et on sait à quel point, même durant la réforme des retraites, à quel point on a tissé des liens avec les camarades de la CGT Énergie, avec les camarades éboueurs, avec les camarades avocats et autres. On s'est toutes et tous retrouvés en fait l'an dernier pour lutter et batailler ensemble. Lola, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui d'être vous en lutte et de nous expliquer un peu qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau d'EDF? Oui, alors très, très rapidement, effectivement. Alors, juste, nous, on sera là demain, mais alors, on ne sera pas obligé de manger au KFC parce que le poulet… bon. Oui, alors, il y aura énergie. Il y aura des merguez, surtout. Il y aura l'énergie demain matin au dépôt. Il y aura aussi, il y a eu un appel cet après-midi, j'étais à l'UD parce que j'ai aussi la casquette sur UD CGT Paris. Il y a eu un appel de l'UD aussi Paris à rejoindre le dépôt Béliard à partir de 10h30. Super. Voilà. Alors, ce qui se passe chez nous, c'est du copier-coller. On a quelques longueurs d'avance sur certains points. On est sur deux projets en fait. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler d'EDF, mais ce n'est pas uniquement EDF. C'est également pour le gaz, donc Engie. Donc deux projets qui s'appellent Elin Hercule pour EDF et l'autre Clamadieu pour le gaz. En fait, on est sur un découpage. On sépare toutes les entités des entreprises. EDF va être découpé en 3 entités. Il y a des belles couleurs, bleu, vert et azur. Très rapidement, bleu, ça va être le nucléaire, tout ce qui est nucléaire et thermique, et qui restera 100% public. Le vert, ça sera Enedis, anciennement pour ERDF Enedis. Donc, ça sera Enedis, donc tout ce qui est distribution, ça sera la commercialisation et l'énergie renouvelable. Et ça, donc, privatisé dans un premier temps à 30%. Et il y a également une couleur, la couleur azur, qui concernera tout ce qui est l'hydraulique et qui restera, elle aussi, publique. Donc, moi, ce que j'aime bien, en fait, dire dans ce projet, c'est qu'on est en train d'étatiser les pertes et on privatise les profits. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il laisse tout ce qui est resté à 100% public sont tout ce qui demande beaucoup, comme le nucléaire, beaucoup d'investissements et qui effectivement n'intéressent pas les investisseurs privés. Donc voilà. Et par contre, Enedis, commercialisateur. Alors les commercialisateurs qui sont EDF pour le moment sont un métier de gens qui étaient les anciens conseillers clientèle, à l'époque où il y avait les boutiques. Et aujourd'hui, c'est ceux qui répondent au téléphone. Et donc là, on voit disparaître sur des directives européennes par rapport à la concurrence libre et non faussée. Et donc, on sépare complètement via un projet financier. Lola, il y a quelqu'un qui demande sur le chat, c'est quoi comme impact vis-à-vis des usagers, en fait, que ça soit du gaz ou de l'énergie qui est en train de se passer? Alors, en fait, les impacts, dans un premier temps, c'est déjà l'impact qui va s'intensifier qu'on a connu, c'est-à-dire que depuis 2007 à peu près jusqu'à 2017, en électricité, il y a eu une perte à peu près de 35 à 37% de pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'augmentation de facture, de quasiment 36% d'augmentation de facture. Il va y avoir… Ouais, à partir de… J'ai reçu, je dis une petite expérience personnelle, mais écoutez, l'an dernier, j'ai eu une augmentation de 4 € sur ma dernière facture. Donc, j'ai eu 4 €. Cette année, j'ai reçu le 4 décembre 86 € de régulation.
C'est-à-dire que déjà, elle avait augmenté de 4 € et malgré toutes l'échéancier de toute l'année, à la fin, on me réclame 86 € encore en plus. C'est un scandale, en fait, ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça va encore augmenter, c'est ça? Ah ben, ça va augmenter parce que du coup, il va y avoir effectivement une ouverture à tous les investisseurs privés, ce qui veut dire que tout ce qui nous protège actuellement au-delà de l'augmentation du tarif, c'est aussi la péréquation tarifaire. La péréquation tarifaire, ça veut dire que où que tu sois dans le pays, l'investissement pour le réseau, toi, tu ne vois pas, c'est transparent pour ta facture. En résumé, par exemple, un quartier de Paris où le réseau couvre 30 maisons, tu payes la même chose que pour une maison toute seule, isolée dans la Creuse. Là, demain, si on perd cette péréquation tarifaire, ça veut dire que l'usager dans la Creuse va se retrouver avec un tarif beaucoup Exorbitant. plus exorbitant. Et on va perdre aussi, on va perdre certainement toute notre lutte qu'on est en train de mener contre la précarité énergétique qui s'est accentuée depuis l'ouverture du marché, mais qui a pris des proportions incroyables. Vous savez, combien il y a de personnes à peu près en France qui n'arrivent plus à se chauffer et avoir l'électricité, à payer normalement son gaz? Alors, ce qu'on sait réellement, sans être vraiment sur des tarifs, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a beaucoup de gens qui ne se signalent pas non plus, hein, mais on est à quasiment en foyer, hein, donc à 13% de gens qui sont en grande précarité énergétique. Incroyable. C'est énorme. Je n'ai pas les chiffres. Alors, j'ai pas, en plus, j'arrivais un peu comme ça rapide, donc j'ai pas, mais c'est vrai qu'il faut comparer tout ça quand on était un service public et c'est affolant. Donc là, et aujourd'hui, avec la crise, c'est sûr que ça a augmenté aussi entre la crise sanitaire et la crise économique. Celles et ceux qui sont en train de perdre leur emploi, va y avoir du monde encore en plus, quoi. Plus la consommation qui s'est forcément accentuée, elle s'est diminuée effectivement dans tout ce qui était consommation professionnelle. Mais après, bon, avec les confinements, les gens ont consommé. Là, on va se retrouver avec un hiver un peu difficile, hein. Et puis, il y a l'essentiel aussi dans tout ça, c'est là, on va perdre l'indépendance énergétique. C'est-à-dire que tout va être un gros projet financier. Tout va être découpé. Et puis avec aussi, effectivement, non seulement les usagers, et puis un impact très, très important pour tous les salariés d'EDF. On a depuis quelque temps, on voit déjà arriver côté Enedis une externalisation de tous les métiers, entre autres d'astreinte. On le voit arriver Enedis et GRDF. On voit là, depuis le confinement, tous les métiers tertiaires qui sont commercialisateurs, où les conseillers se retrouvent dans des situations, bon, tout le monde sait comment s'est mis en place le télétravail un peu partout, donc là, c'est la même situation. Un télétravail dans des conditions extrêmement dégradées et des sites qui se retrouvent, entre autres, à Paris, complètement vides. Donc, on sait que c'est une population qui va passer côté privatisation à 30%. Donc, on a effectivement un très gros doute sur le fait que c'est des sites qui ne vont pas réouvrir et une population de salariés qui vont disparaître. Lola, il nous reste encore une petite minute ou deux ensemble. Il y aurait tellement de choses à dire, mais après, on va devoir arrêter très tôt et j'ai encore les deux autres camarades de la RATP. Est-ce que tu peux au moins nous parler de la question de la répression que tu es en train de subir, j'ai cru comprendre, et d'autres camarades aussi, savoir un peu ce qui est en train de se passer pour toi et comment on peut t'aider, s'il y a des dates de rassemblement, s'il y a des choses à faire. Alors, très vite, une minute. En fait, c'est qu'une continuité, hein. On a déjà vécu ça. Pour bien faire comprendre, en fait, on est, nous, sur Énergie Paris, un syndicat territorial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager notre lutte qui est sur une nationalisation. On ne peut pas l'envisager si on est en des entités séparées. Ce qui veut dire qu'on est un syndicat qui regroupe toutes les entités dont je vous ai parlé. Et donc, on souhaite pouvoir être sur tous les terrains et sur tous les sites parisiens. Et ça, la direction, depuis l'ouverture à la concurrence et la séparation des entreprises, ne le supporte pas. Et donc, systématiquement, comme parallèle à contrer nos luttes,
Ils m'interdisent, moi, qui suis de l'entreprise EDF, d'aller sur les sites Enedis ou GRDF. Ils interdisent Cédric, qui est relié, lui, sur Engie. Voilà. Et en fait, ils se servent de cette arme pour nous interdire Exercer d'intervenir. votre droit Voilà. de représentant du personnel, quoi. Ok. Donc là, c'est une lutte qu'on mène là depuis un bon mois déjà, surtout à GRDF, mais ça monte sur Enedis assez acharné. Donc, ils ont commencé, suite à un mouvement qui s'est passé sur le siège de GRDF, à porter plainte contre le syndicat et contre Cédric personnellement. Donc là, on n'a pas d'écho pour l'instant particulièrement. On attend de voir comment ça va tourner. Et puis là, la dernière nouvelle, effectivement, c'est pour moi une convocation au commissariat du 13e arrondissement. On ne sait pas trop pourquoi. J'ai réussi à savoir que ça concernait GRDF. Et là, avec des faits un peu nouveaux, généralement, c'est le fait qu'on est étranger à l'entreprise. Et là, c'est violation de domicile. Ah ouais, c'est Voilà. incroyable. Donc, il y a effectivement un rassemblement le jour du commissariat. Là, c'est le 29 décembre à 9h30 au commissariat du 13e. Après, on n'est pas… Enfin, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'individualise pas cette lutte. Là, on est vraiment sur une lutte politique. Ils essayent de tout faire pour qu'on arrête de pouvoir lutter, pour nous faire peur. On est dans la continuité de tout ce qu'on voit en semaine et les samedis. Donc, surtout de ne pas individualiser cette répression. Elle est politique et c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller, quoi. Et une pensée à toutes celles et ceux parmi les militants gilets jaunes, parmi les manifestants, les journalistes, les avocats de la Black Robe Brigade, qui certains ont été embarqués, des camarades gilets jaunes, mères de famille qui ont fait quasiment 3 jours entre garde à vue, comparution, etc. Enfin, c'est juste un scandale ce qui s'est passé notamment samedi dernier sur Paris. Cette répression, on nous a inventé les bons offensifs en fait, c'est devenu du rugby. On a des policiers maintenant qui viennent, qui foncent dans la foule, qui essayent de… Celui qui tombe, il a perdu et il finit en garde à vue. C'est juste incroyable, scandaleux ce tournant sécuritaire et il va falloir faire bloc ensemble là-dessus et notamment lorsque des camarades comme toi Lola être attaqués justement pour exercer tout simplement vos missions, essayer de défendre le service public, de défendre les collègues aussi au quotidien et parfois vous solidarisez même avec des luttes dans d'autres secteurs et je salue le travail que vous faites, toi Cédric et les autres, notamment durant la dernière bataille de la réforme des retraites où parfois même vous mettez les gens sous les tarifs les plus bas, etc., pour les personnes qui ne peuvent pas payer les tarifs hauts, etc. Enfin, sincèrement, intéressez-vous à celles et ceux qui regardent ce live. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à suivre le live. Intéressez-vous au taf que font les camarades de la CGT Énergie Paris et pas que, et les autres collègues. Et souvent, il y a une vraie part de solidarité, il y a une vraie part de chaleur humaine en fait dans le combat et c'est pas un combat boutiquier, un combat de chapelle qui mène et j'appelle tout le monde à essayer de se solidariser notamment avec vous face à la répression. Lola, merci énormément. Merci à toi. À demain. demain. 13h30. Ministère de l'économie pour dénoncer les réorganisations chez EDF et chez Engie. Merci énormément Lola, force à toi et peut-être à demain j'espère. À demain. Salut. Arnaud, si tu peux nous connecter avec nos 2 derniers camarades. Chers amis, merci à toutes et à tous d'être connectés. On reste encore 10 minutes. Je vous invite celles et ceux qui êtes connectés sur ce live, il y a un live qui va démarrer très bientôt sur l'anticapitalisme. Notamment, je vais vous dire donc l'intitulé de l'émission ce soir à 21h par les camarades du NPA. Ça va être crise sanitaire, crise sociale, même combat contre le capital et notamment avec, je peux vous dire, la liste des invités que j'essaye d'avoir sous les yeux. Il y aura Philippe Poutou, qui est un des porte-parole du NPA, Franck Prouet, qui est médecin généraliste et également militant, qui est également un camarade du NPA, Jérôme Martin, membre de l'Observatoire et de la transparence dans les politiques du médicament, et enfin Sandrine Caristan, qui est salariée
de Sanofi. Ça va être à 21h ou à 21h05, donc voilà, sur la page Facebook de l'Anticapitaliste. Et on termine ce live-là avec Ahmed et Fawzi, militants à la CGT RATP, et savoir qu'est-ce qui se passe demain. C'est quoi la tension? Est-ce que les collègues sont chauds? Est-ce que c'est en train de se réveiller? Et de savoir un peu comment va se dérouler le rassemblement devant le dépôt de Béliard. Ahmed peut-être en premier. Ouais, bah, écoute, comment ça se déroule? Mais déjà, les machistes, ils sont conscients. Il n'y a pas que les machistes, il y a quand même les mecs d'MRB qui sont conscients de ce qui va nous arriver. Hein. Que l'ouverture à la concurrence, c'est devenu, voilà, c'est un truc très grave. Et je voulais répondre un peu que la RATP, non, c'est pas le Club Med parce qu'on charbonne, il y a du harcèlement, les machinistes se font licencier à Tire-Larigot. Ouais, c'est pas le Club Med, mais on se tape contre les patrons. Mais c'est vrai que dans le privé, c'est plus dur, mais la retable, c'est pas le Club Med. Hein. Ah ouais, t'imagines pour un mec de la Savac qui pense que c'est le Club Med, la RATP, ça veut dire que la Savac, c'est la misère. C'est ça, ben, j'ai bossé à la terrasse. Tu sais comment c'est super dur les conditions de travail qu'il y a dans le privé. Après, nous, on se tape aussi aujourd'hui pour garder notre statut, les conditions de travail, mais on veut qu'aussi le privé vienne à notre niveau, on est pour descendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre à la Pécresse, la fossoyeuse, on l'entend se marrer comme quoi la N14 est demi-automatique et elle nous fait des petites blagues, il n'y aura plus de grève. Non, il faut à un moment donné, il faut lui faire fermer un peu sa petite bouche à cette dame parce que je pense qu'elle délire un peu et qu'à un moment donné, il faut se taper. On voit qu'à Bus, pour l'instant, ça bouge bien. Les gens, ils sont conscients de ce qui va leur arriver, que ce soit jeunes, vieux. Voilà, ils sont déterminés. Mais nous, ce qu'on appelle, à un moment donné, il faut mettre des préavis, mais pour tout le monde, que ce soit SNCF, RATP, le public, la même date pour que ça fasse vraiment un bloc, tu vois que. C'est important pour toi, ça, Ahmed? C'est important maintenant de lutter toutes et tous ensemble, qu'il n'y ait plus des histoires de lutte corporation par corporation, notamment dans les transports? Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, on parle de la RATP ou la SNCF, mais on voit bien les hôpitaux. Eux aussi sont en galère. On voit partout sont en galère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre la même date, se mettre autour d'une table et tout le monde prend la même date et partir sur une grève le même jour. Pas avoir un le 15, on voit EDF, les camarades d'EDF, eux aussi sont en galère. Ça répressionne, ça va au tribunal, les poètes de Monoprix. À un moment donné, il faudrait qu'on se met autour d'une table et on met tous la même date et on va et on fait mal à ce gouvernement. On ne peut pas faire des grèves. On voit que les RATP, ça a bien marché pendant 2 mois de grève parce que comme il y avait une coordination qui était très, très forte. Mais si on avait pu embrayer plus haut avec les mêmes dates, mais ça aurait fait très mal au gouvernement. Et bien sûr, ce n'est pas le Covid qui a fait reculer la retraite. Hein. C'est bien parce qu'on s'est bataillé pendant 2 mois parce qu'on n'aurait pas bougé. On s'aurait fait déglinguer. Là, aujourd'hui, bien sûr, si on ne bouge pas pour l'ouverture à la concurrence, on va se faire déglinguer. La Pécresse, elle sourit avec notre PDG, elle a le grand sourire pour dire ceux-là, je vais tous les coucher. À un moment donné, il faut que le métro aussi, il se bouge, une attraction et tout le monde, et pour qu'on se tape tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ces bus, dans 5 ou 6 ans, ça va être le métro. Et c'est comme ça qu'on devient tous solidaires avec la SNCF et les unités syndicales. À un moment donné, on les oublie, on se dit, à la base, on est tous des ouvriers, que je sois CGL, Sud, UNSA, on s'en fout. Parce que moi, quand je rentre chez moi, j'avais mon étiquette, mon frigo il est vide. Hein. Ouais. Ahmed, tu dis quoi aux collègues qui disent une journée, ça sert à rien? Une journée de grève, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces collègues-là? Je leur réponds, on disait toujours une journée, ça ne sert à rien. On voit bien que quand on est parti sur 2 mois de grève, il y avait bien un début, une journée, c'était pour prendre la température, pour commencer à expliquer aux gens, les gars, attention, regardez ce qui va nous arriver. Et bien sûr que le CST va sortir d'ici avril-mai, il va sortir officiellement. Et c'est là que vraiment, il faudra poser un préavis limité, le préparer tous ensemble avec une date pour tout le public et dégommer ce gouvernement. Bien sûr qu'une date, ça sert, une journée, ça sert, il faut sortir, mais il ne faut pas rester en grève à la maison, mais aller sur le piquet de grève. Quand tu es en repos, tu ne peux pas grève, tu vas sur un piquet de grève, montrer que tu n'es pas content. Et c'est comme ça, il faut remplir les piquets de grève sur les dépôts, montrer à ta tolère ou ta direction, on est là, on sera toujours là et on va vous combattre parce que eux, les patrons, ils sont toujours main dans la main. Eux, ils se disent un mot, c'est pour dégommer aujourd'hui, tout fumer. Tu vois. C'est pour ça que moi, j'appelle à un moment donné tout le monde à venir. Fawzi, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la prise de conscience, toi qui as amené plein d'heures d'information syndicale au dépôt de Béliard notamment, c'est quoi un peu les discussions? Est-ce que les collègues un peu ils sont en train d'avoir peur de cette mise en place de la LOM, cette casse
justement du service public, des machinistes, etc. Enfin, je rappelle quand même que ce qui va se passer à la RATP, c'est le ressucé, si je puis dire, de ce qu'a été le pacte ferroviaire et de la réforme du ferroviaire. C'est-à-dire que demain, ils vont faire un cadre, un socle commun de toutes les entreprises et ça va être justement un nivellement par le bas. Ça va être faire en sorte que le socle il soit tellement faible, il soit aligné sur le minimum du minimum pour faire en sorte que en fait tous les dépôts de la RATP, tous les salariés de la RATP, en fait demain ils basculent sur soit la filiale privée RATP Dev, soit chez Keolis, soit chez Transdev ou autre. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité en fait les camarades à ce que les camarades de la RATP dès aujourd'hui commencent à embrayer le pas et à commencer à taper fort justement parce que comme disait tout à l'heure Samir de la Savac, lorsque c'est trop tard, ça y est, il y a que les mouchoirs. Nous on voit aujourd'hui à la SNCF, je dirais pas que c'est trop tard, mais quand on voit dans les appels d'offres que la SNCF, c'est-à-dire l'entreprise publique, elle ne se positionne même pas dans un appel d'offres et qu'elle fait positionner une entreprise, une entité privée d'elle, de la SNCF, c'est dire à quel point en fait tout ça, c'est qu'une mascarade. Il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, il y a simplement une mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses. Et cette mise en concurrence-là, elle va se faire à travers la casse des conditions de travail et des conditions de salaire. Il n'y aura pas plus de bus, il n'y aura pas plus d'horaires, il n'y aura pas plus de stations, il n'y aura rien d'autre. Ça va être les mêmes travailleurs qui demain, ils vont avoir une autre chemise et ils vont avoir un salaire plus faible et des conditions de travail plus faibles. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, je le dis et je le répète, que tout le monde se mette dans la bataille. Les camarades notamment, je sais que parfois au métro, parfois au RER, on dit c'est en 2034, en 2000 machin, même en 2150 si vous voulez, l'ouverture à la concurrence. Mais je dis une phrase à mes camarades du ferré. Votre retraite, chers amis, elle est composée de l'ensemble des cotisations, de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de la RATP. Si demain, l'ensemble des machinistes de la RATP ils basculent dans une société privée, le cadre social impose une garantie de 12 mois. C'est-à-dire que pendant 12 mois, ils seront encore cotisants à la caisse de prévoyance et de retraite de la RATP. Dès que ces camarades-là seront salariés de Keolis, de Transdev et autres, ils cotiseront à la sécurité sociale. Donc, l'ouverture à la concurrence, elle peut arriver même en 2070 si toi, tu es conducteur de métro et qu'il n'y a plus personne qui cotise avec toi pour les activités sociales, pour la santé, pour la maladie, pardon, la santé et également les retraites, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Et je le disais de la même manière l'an dernier. Désolé pour cette interlude information. Fauzi, c'est quoi un peu l'ambiance, s'il te plaît, au dépôt de Béliard? L'ambiance, les gens, ils sont très remontés. Enfin, les collègues de travail, ils sont très, très remontés par rapport à toutes les informations qu'on avait réussi à avoir, par rapport au dossier qu'il y avait eu au niveau des fuites, des transactions au niveau du ministère des Transports. Surtout, la tension elle est montée d'un cran suite à l'intervention de Madame Pécresse lors de l'inauguration de la ligne métro 14, parce qu'elle peut se permettre de dire que, au-delà de l'humain, quand on regarde, qu'on se permet de se dire, voilà, s'il n'y a plus personne au niveau de la cabine de conduite, ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que nous, on est touché directement, c'est la maintenance. Parce qu'une rame de métro, un TGV ou un bus, quand il roule, il a besoin de maintenance. Et ce qu'il faut alerter, c'est les usagers. Demain matin, on a des collègues qui vont tracter au niveau de Châtelet justement pour que les usagers prennent conscience qu'à la RATP, on a une qualité de service, une qualité de maintenance qu'aucune société privée ne peut avoir. C'est-à-dire que nous, dans les ateliers de la maintenance, on est ouvert de dimanche soir à partir de 22h jusqu'au samedi matin. C'est-à-dire 24 heures sur 24, il y a des équipes. Moi, j'ai fait partie des équipes d'après-midi qui commencent à 15h jusqu'à 23h. À 22h30, tu as les équipes de nuit qui arrivent jusqu'à 6h du matin. Et à 7h30, on a les équipes de jour jusqu'à 15h. Et ça, je ne connais aucune société privée qui pourra avoir une maintenance comme celle qu'on a et de qualité de surcroît qu'on a à la RATP. À savoir qu'à Béliard, à côté de Béliard, on a ce qu'on appelle les ateliers championnés. C'est le seul atelier industriel qui est encore en service dans Paris. Et ils ont un banc qui s'occupe, du moins il y a une équipe qui s'appelle EAE de mémoire,
qui s'occupe de réparer les boîtes de vitesse automatiques des bus. Et ces boîtes de vitesse-là, normalement, elles doivent être envoyées en Allemagne pour être réparées. On a un savoir-faire à la RATP qui fait qu'on a des gens qui savent réparer ces boîtes de vitesse-là. On a un banc qui n'en existe que 2 en France, à l'intérieur de Paris. Et ces gens-là, ils testent la boîte de vitesse avant de la remonter sur les bus. Et tout ce savoir-là, ils veulent le détruire. Ce n'est pas que les machinistes ou ces gens-là, les ateliers championnats veulent être passés en filiale l'année prochaine, en même temps que les services de dépannage bus RATP. Mais il faut qu'ils arrêtent de vouloir éclater la RATP. Moi, j'ai dit à mes collègues d'à côté des ateliers championnats, on est avec vous, on sera avec vous. Les collègues machinistes, on sera avec vous. Quand je suis rentré à la RATP, on était. C'est quoi l'ambiance demain au dépôt de Béliard? Ouais, l'ambiance, c'est chaud. Explique-nous l'ambiance demain au dépôt de Béliard. Rassemblement pour celles et ceux piqués de grève à partir de 4h30 et rassemblement celles et ceux qui veulent venir le matin et gros rassemblement à 11h. Il y aura qui, Fawzi, à 11h? Moi, je te dis, on va tracter, on va être là à 4h30. À 6h, on sort le bras zéro. Et à partir de 9h, on a tous les collègues qui sont réprimés. J'ai demandé à tous les collègues qui étaient syndiqués, qui faisaient face à la répression syndicale que ce gouvernement s'évertue de nous appliquer. Et à partir de 11h, on va avoir les CGT Monoprix, on va avoir les CGT TUI, tous ceux qui sont victimes justement de la récession sociale qui est actuellement en France. On a justement les camarades d'EDF qui vont être là. Et on va avoir, moi je veux dire par là, ce rassemblement, t'es syndiqué, t'es pas syndiqué, ils vont venir. Il faut qu'ils viennent, il faut que tout le monde s'exprime. On invite tous les collègues RATP, qu'ils soient de bus, qu'ils soient de la maintenance ou qu'ils soient du métro, qui viennent, qu'on fasse une assemblée générale pour donner une nouvelle perspective à cette journée de grève, pour qu'on appelle justement à une reconductible, qu'on construise une reconductible, parce que quand elle va passer cette loi-là, il faut leur faire voir à Pécresse que ce n'est pas que une privatisation qu'elle va faire. On est 50 000 employés à la RATP, c'est 50 000 foyers qu'elle va détruire, qu'elle va nous précariser. De savoir que nous, à la maintenance, excuse-moi Anna, sans te faire un petit peu de prolonger, c'est que nous, on va rentrer dans la précarité au niveau de la maintenance. Déjà, on a des horaires de fou, on a des conditions de travail qui sont correctes. On a un outil de travail industriel qui, justement, grâce à la RATP, est très bien entretenu. On a des conditions de travail qui sont à peu près correctes dues à la grandeur de la société. Et si on passe au privé, moi, je les vois, les mecs du privé, ils les font travailler dans la course sur les bus, là, les mecs qui travaillent sous garantie sur les bus hybrides. Et moi, je leur ai dit, mais c'est pas possible. Le parc bus, ce n'est pas une zone de travail. Et moi, je les invite à se joindre à nous à cette journée de grève, tous ceux qui travaillent pour Elias. Mais venez à 11h, venez à 10h30. Il y a des prises de parole, que tu sois Sud, que tu sois de FO, que tu sois de l'UNSA, que tu sois d'aucun syndicat. Venez vous exprimer. Vous êtes tous les bienvenus. Et il n'y a pas l'étiquette syndicale. On est tous des employés, on est tous des salariés, on est tous des gens RATP. Et j'espère que tu vas venir, Anna. J'espère que tes collègues vont venir aussi. Oui, je serai là demain. Je ramène une baffe et un micro. Et comme il a dit, les gilets jaunes aussi, les gilets jaunes, venez. Bienvenue. Sur Révolution Permanente, les gilets jaunes, c'est la famille. Ils sont chez eux. Voilà. On était avec eux dans la rue. On est avec eux les samedis. Ils savent, ils peuvent venir sur nos piquets dans les chantiers. Ça fait partie des liens qu'on a tissés maintenant depuis 2 ans avec notamment les camarades gilets jaunes qui sont pas que des gilets jaunes. C'est pas juste des bonhommes avec un gilet. Ce sont aussi des travailleuses, des travailleurs souvent précaires, qui travaillent dans la grande distribution, dans le bâtiment et autres, parfois qui sont au chômage, etc., etc. Il y a énormément de précarité, on le dit, on le répète depuis le début. Ce n'est pas anodin que les gilets jaunes y chantent. On est là pour l'honneur des travailleurs. Ce sont des membres à part entière de la classe ouvrière et l'ensemble des membres de notre classe, elle a le droit de participer et de prendre la parole dans les rassemblements, les manifestations et autres. Merci Fawzi. Je voulais juste finir là-dessus. J'ai commandé. Tranquille, laisse parler Ahmed. Non, mais j'ai commandé les merguez. C'est bon, le barbecue il est prêt et les merguez ça sont nickel pour demain. Va falloir payer, ça se voit, on va devoir payer. Ahmed, juste pour la conclusion, frérot, dis ce que tu veux.
Ouais, après, moi, ce que j'ai à dire, c'est que aujourd'hui, qu'on soit jeune, vieux, que ce soit gilet jaune, voilà, on a tous un gilet jaune. On sait qu'on doit se battre contre un gouvernement qui est de plus en plus dur avec nous. On voit comment ça matraque dans les manifestations. Bien sûr qu'aujourd'hui, les RATP, on voit qu'est-ce que ça va donner si on passe dans le privé, les conditions de travail, même le licenciement. On voit le petit jeune qui, pour 7 km, il se fait licencier. Mais les RATP, ça ne peut pas passer parce qu'il y a quand même, même s'il y a du licenciement, il y a quand même des trucs à respecter. On sait qu'un patron dans un dépôt, il va faire ce qu'il veut de toi. Et même en tant que syndicaliste, c'est-à-dire que tu fermes ta gueule et c'est comme ça. C'est-à-dire que si on laisse passer ça, c'est pire que les dossiers des retraites. C'est pour ça que moi, j'appelle quand même tout le monde à se battre pour la service publique. Parce qu'aujourd'hui, le bus, c'est même pour les usagers, parce que elle, la petite mamie qui attend son bus dans l'endroit où c'est pas rentable, on supprime ces bus-là. En banlieue, on va supprimer des bus parce que c'est pas rentable. Il y a des lignes où c'est pas rentable, mais le public, il paye pas, mais le patron, quand il vient, c'est pour se mettre de l'argent dans la poche. Et tout le monde le sait, on paye les bus, on paye au kilomètre. Si un bus n'est pas rentable, on supprime les bus. Et c'est pour ça qu'il faudra bouger. Même les usagers aussi doivent être là avec nous. Et c'est pour ça que demain, on appelle massivement avec l'ensemble des camarades des transports publics à ce rassemblement à 11h devant le dépôt de Béliard. On a choisi le dépôt de Béliard parce que c'est une place centrale dans la dernière bataille contre la réforme des retraites. Et aussi, c'est dans Paris, c'est plus accessible pour tout le monde. Et c'est un lieu qui a toujours été ouvert, le dépôt de Béliard. Ça a toujours été un endroit dans lequel tout le monde a pu prendre la parole, s'exprimer et autres. Et demain, ça va être beau en fait de voir tous ces camarades-là de la RATP, de la SNCF, de Keolis, de la SAVAC et également celles et ceux qui ont soutenu la RATP et la SNCF durant la dernière bataille venir aussi et participer à ce rassemblement-là. À 11h, c'est 29 rue Béliard, Métroport de Clignancourt dans le 18e. Et voilà, à 11h, on vous attend toutes et tous à être là, très nombreuses et très nombreux. Et pourquoi pas après partir en manifestation? Qui sait, sur IDFM, et qui sait, mais c'est surtout de penser un plan de bataille ensemble. Il faut en finir avec les batailles corporatistes, les bagarres de boutiques, de chapelles. Moi, je suis à l'UNSA, moi, je suis chez Sud, moi, je suis à la CGT, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Il va falloir faire corps ensemble. Et la force de la dernière bataille contre la réforme des retraites, c'est qu'on a fait corps ensemble en fait aujourd'hui face à un gouvernement, face à une bourgeoisie qui est organisée, qui est coordonnée, qui a sa police, ses médias, sa justice, etc. Nous avons le devoir en tant que classe ouvrière de commencer à nous organiser et de penser ensemble collectivement. Et c'est nécessaire aujourd'hui de lutter. C'est le 17 décembre pour la première journée et on espère qu'on déclenchera la grève générale très rapidement parce que au-delà même je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, au-delà même que cette histoire d'ouverture à la concurrence, il y a une crise sanitaire et économique sans précédent. On pense à l'ensemble des camarades qui perdent leur emploi, déjà plus de 900 000 chômeurs de plus, il y a 500 plans sociaux, il y a 1 million de personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté, il y a 100 000 SDF en plus. Enfin, à un moment donné, il va falloir en terminer une bonne fois pour toutes avec ce monde capitaliste, avec cet avenir sombre où certains vivent de notre travail et il est hors de question qu'on tolère l'ouverture à la concurrence, qu'on tolère en fait encore la casse de nos acquis sociaux. Et demain, Ahmed, Fauzi et les autres interviendront sur le rassemblement. Anas, je voulais te dire, et il faut penser aussi aux intermittents du spectacle. On voit qu'aujourd'hui, ils sont dans la rue parce qu'ils sont en galère. Les petits restaurateurs à qui on a fermé, tous les petits bars qui ferment, voilà, ils sont eux-mêmes, tu vois, là, il faut quand même les soutenir, les intermittents, ils sont vraiment en galère. Et voilà, et on est avec eux et on les soutient et puis dans la rue pour dire stop. Venez voilà. Les petits commerçants du 18e, venez prendre la parole si vous voulez venir discuter. Demain, c'est une journée festive et c'est une journée pour commencer à penser la suite. Chers amis, merci énormément d'avoir suivi ce live. Désolé pour le retard, on a commencé en décalé à cause d'un problème technique. Je vous rappelle de toutes et tous d'aller sur le site du NPA, l'anticapitalisme, parce qu'il y a une émission qui est en train de démarrer là, avec plusieurs intervenantes et intervenants justement sur cette crise économique, sanitaire et de commencer à penser les perspectives. Et il y aura plusieurs intervenants, notamment le porte-parole Philippe Poutou. Ça se passe juste après ce live sur la page Facebook de l'anticapitalisme. Voilà, chers amis, vous étiez en direct sur Révolution Permanente. On était avec Ahmed, Fauzi, Lola de la CGT Énergie Paris, Samir de la SAVAC et Xavier Bregaille, conducteur à la SNCF et militant Sudrail à Paris Nord. Force à tous et on se voit très vite et à demain pour celles et ceux qui seront dans la rue à nos côtés. Salut à tous. Du bon côté de la barricade. Salut.